Bonjour les amis. La corruption est-elle bonne ou mauvaise? En général, bien sûr, c'est une question étrange, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est mauvais. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, on nous a éduqués à être impatients face à ce terrible phénomène. Nous écoutons des journalistes et des enquêteurs qui se concentrent spécifiquement sur la lutte contre la corruption. On suppose que si nous éradiquons complètement la corruption, alors l'économie et la production, comme par magie, s'élèveront vers les cieux, et le paradis et la prospérité universelle viendront. Est-ce vraiment le cas? Voyons cela ensemble. Et tout d'abord, définissons ce qu'est la corruption. Il existe de nombreuses définitions juridiques, mais elles se résument toutes à une thèse simple, il s'agit d'une répartition injuste des revenus, d'une solution injuste à certains problèmes. La plupart des gens associent ce concept à celui de « pot de vin ». Mais une deuxième question se pose immédiatement, qu'est-ce que la justice? Quels sont les critères de justice? Et ici, nous ne pouvons pas nous passer de la compréhension philosophique. La justice existe bien sûr, mais le problème est qu'elle n'existe que dans l'esprit de ceux qui se donnent la peine d'en discuter. Cela signifie qu'il s'agit d'un concept relatif et non absolu. À chacun sa justice. Si vous êtes un loup jeune et fort, alors vous avez rattrapé et mangé le lièvre, rattrapé votre proie. C'est bien sûr juste de la part du loup. Le loup s'est rassasié et a nourri ses petits. Mais du côté du lièvre, dont la vie a été soudainement interrompue, de sa position, tout ce qui se passera sera extrêmement injuste. Si vous êtes vieux et faible, tôt ou tard, vous mourrez vous-même et deviendrez la victime d'autres êtres vivants. Organismes. Au minimum, nous deviendrons tous un jour de la nourriture pour les micro-organismes, pour les bactéries. Ou nos cendres, notre carbone, notre matière organique passeront à d'autres êtres vivants. Et là, bien sûr, il y a une certaine justice naturelle universelle. Un certain équilibre au plus haut niveau naturel. Mais existe-t-il une justice unique au niveau local ou dans la relation entre le loup et le lièvre? Cela peut exister, mais c'est relatif et dépend de nombreuses variables. Eh bien, il y a des phénomènes tout à fait justes, à première vue. Par exemple, nous regardons maintenant cette vidéo, assis dans nos maisons chaudes et confortables. Quelqu'un mange également de la nourriture délicieuse en regardant. C'est juste, il nous semble, 100%. Nous avons travaillé dur, gagné de l'argent, payé tous les impôts et maintenant nous nous reposons bien mérités, assis devant notre écran de télévision ou de smartphone chez nous. Est-ce juste ou pas? De votre point de vue et le point de vue de certaines personnes autour de vous, bien sûr, c'est juste. Mais pour chauffer votre maison, il fallait extraire du pétrole, de nombreux êtres vivants, des milliards de micro-organismes, en ont souffert. Les organismes vivants souffrent à cause de l'activité technico-humaine, ce qui provoque parfois des catastrophes environnementales. Par exemple, ils ont oublié de demander justice pour le poulet que tu as mangé hier au dîner. Pour acheter et fabriquer des meubles, le canapé sur lequel tu es assis maintenant, ils ont dû couper un certain nombre d'arbres et de nombreuses créatures vivantes ont également souffert. Une position arrogante et unilatérale consiste à croire que seul l'homme est la couronne de la nature, son maître, et a donc le droit de gouverner, de tuer et d'asservir toutes les autres espèces. Cette position, malheureusement, est très courante, n'a rien à voir avec la justice absolue car tout n'a pas de rapport. Ainsi, nous tirons une conclusion évidente, la justice absolue n'existe pas dans la nature, elle est toujours relative et déterminée par ceux qui tentent de raisonner sur cette justice à un moment donné, ceux qui déterminent les significations, l'idéologie, qui imposent leur récit à la nature. Nous. Que cela vous plaise ou non, la justice naturelle est inaccessible, et puisque nous, les humains, sommes connus pour faire partie de la nature, cela s'applique inévitablement à nous aussi. Bien sûr, il est plus confortable pour nous de nous tromper nous-mêmes, de penser que le monde est meilleur qu'il ne l'est en réalité. Mais laissons la philosophie un instant et essayons de passer à la pratique. Alors, imaginons que nous construisons une maison. Ils voulaient construire une maison. Les ouvriers et les constructeurs reçoivent un salaire de $1000, un contremaître sur un chantier de construction, 3000, un ingénieur reçoit $5000 par mois pour son travail, un entrepreneur, 20 000. Et le fonctionnaire qui a attribué à un site approprié pour la construction, par exemple, prend un pot de vin dont le montant n'est limité que par la rentabilité de l'ensemble du projet. Si c'est rentable pour l'entrepreneur, il donnera $1 million, et sinon, il paiera un peu moins. Il s'agit clairement d'un système de corruption injuste. À première vue, la corruption est clairement une mauvaise chose. Et maintenant nous allons essayer de faire la même chose, mais dans un état idéal hypothétique,
avec une absence totale de corruption. Nous allons modéliser, et que se passera-t-il? Pour ainsi dire, nous irons vers le rêve bleu de tous les combattants contre la corruption. Le marché commun du travail déterminera toujours que les travailleurs recevront leurs 1000 $ durement gagnés, il est peu probable qu'ils soient autorisés à recevoir plus. Le contremaître est toujours le même 3000, l'ingénieur est son propre 5000. Et le fonctionnaire ne recevra que son salaire, qui lui est dû. Il est honnête, il ne prend aucun pot de vin. Où ira l'argent supplémentaire? La réponse est évidente, très probablement, ils iront à l'entrepreneur sous forme de profit excédentaire. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneur qui prendra tout l'argent supplémentaire dans un tel système. Et tous les gens ordinaires et vous se réjouira-t-on et dira-t-on qu'une telle société est juste? Il est peu probable que l'entrepreneur partage ses bénéfices avec les ouvriers. Pourquoi? Le marché du travail a déjà tout déterminé. Un tuyau de nettoyage coûte tant. Un grutier coûte tant, un ingénieur coûte tant. Mais le paradoxe est que la construction dans de telles conditions peut même ne pas commencer. Il y aura des tracasseries administratives, puisque le fonctionnaire est maintenant je ne suis pas intéressé à remplir rapidement tous les documents et démarches nécessaires. Si la loi stipule que l'examen de la demande peut prendre jusqu'à 3 à 4 mois, alors le fonctionnaire boira du café, ira fumer une cigarette, purgera la peine qui lui est impartie, réfléchira à ses droits et adhérera à des syndicats. Et s'il s'en aperçoit des erreurs dans les documents, alors tout sera complètement s'étalera sur plusieurs années. Pourquoi devrait-il se dépêcher n'importe où? Nous travaillons de 8 à 4 heures, avec une pause pour le déjeuner. Son salaire est petit, fixe, et ne dépend en aucune façon du nombre de maisons construites. Le fonctionnaire restera simplement assis dans son bureau, il ne sera pas vraiment efficace. Il ne se souciera pas, dans l'ensemble, de savoir si la maison est construite ou non. Ou pas. Contrairement au premier système, corrompu, où toute la chaîne est intéressée par la réussite de la mise en œuvre du projet. Un fonctionnaire qui a accepté un pot de vin fera probablement avancer le projet par tous les moyens possibles, poussera sa secrétaire et ses subordonnés et restera tard au travail afin de remplir rapidement tous les documents nécessaires. Ce schéma est plus proche de la nature, des interactions qui se produisent entre les représentants de la faune. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ces pays où, comme on nous le dit, le niveau de corruption est assez faible, sont-ils très développés économiquement et riches? Le problème est que la corruption y est tout simplement légalisée, elle est emmenée en dehors de la zone grise. La corruption se cache dans les conditions de la propriété privée, quand se voler soi-même n'a aucun sens. Les lois sur le lobbying, par exemple. Des mécanismes juridiques civilisés ont été inventés qui, comme s'ils remplaçaient un pot de vin, contribuent à créer l'intérêt de toutes les parties dans une chaîne conditionnelle. Ainsi, la principale mesure des manifestations de la corruption de bas niveau devient le développement des institutions civiles. Permettez-moi de vous donner un exemple, les institutions juridiques et le système judiciaire. Afin de résoudre un problème dans un pays hypothétique riche et hautement développé, vous devez contacter un avocat, un intermédiaire, et il vous aidera à résoudre ce problème moyennant des honoraires. Cela vous rappelle quelque chose? Le pot de vin est simplement déjà inclus dans les dépenses, des impôts ont été payés dessus. Et le fait qu'il ne soit pas appelé ainsi ne va pas améliorer l'économie, cela n'ajoutera pas d'argent dans votre poche. L'avocat lui-même n'a pas de réel avantage dans cette chaîne, si ce n'est qu'il ne crée pas ses propres services intermédiaires. Afin d'avoir plus de chances de résoudre votre problème, vous devriez engager non seulement un avocat bon marché, mais de préférence un avocat de haut rang, qui aura une vaste expérience dans les cercles judiciaires. Donc, un tel agent, avocat ou procureur doit avoir des relations personnelles, des juges familiers, le statut d'une personne à succès et célèbre dans le système judiciaire. N'importe quel Américain, par exemple, vous confirmera que le statut de l'avocat que vous engagez est important. Et ce n'est pas toujours une question de connaissance, mais plutôt de relation, de capacité à communiquer avec le juge, de capacité à négocier. Si vous payez plus cher au médiateur, vous obtiendrez très probablement le résultat souhaité. Ainsi, le niveau de corruption enregistré par les agences spéciales est généralement plus élevé dans les pays où les institutions civiles sont peu développées. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'un marqueur du développement des institutions officielles, rien de plus. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût de corruption dans les pays prospères et riches. Pour une meilleure compréhension, je vais donner un exemple tiré du domaine du sport professionnel. Tout le monde se souvient que pendant longtemps les skieurs et biathlètes norvégiens n'avaient pas d'égal dans les compétitions. Et puis, par accident,
des données médicales confidentielles ont été divulguées et le public a appris que presque toute l'équipe norvégienne était composée d'athlètes malades avec des diagnostics dangereux. Que presque tous les skieurs et biathlètes avaient des rapports médicaux officiels avec un diagnostic d'asthme bronchique. Sur cette base, ils pouvaient tout à fait légalement prendre des médicaments bronchodilatateurs avant les compétitions, ce qui, bien sûr, leur conférait un énorme avantage grâce à une meilleure oxygénation du sang et à une meilleure endurance. C'est un paradoxe, tout semble être conforme à la loi, mais pour une raison quelconque, les fans d'autres pays ont développé un certain sentiment d'injustice. Rappelez-vous, la célèbre joueuse de tennis Maria Sharapova a été disqualifiée pendant plusieurs années à cause de la drogue inoffensive, mildronate, ou meldonium. Et, par exemple, les joueuses de tennis américaines, les sœurs Williams, en toute légalité, avec l'autorisation de l'organisation antidopage, comme le rapporte la presse indépendante, a pris pendant longtemps des hormones stéroïdes. Parce que, voyez-vous, ils avaient aussi des diagnostics et il n'y avait pas de questions pour eux. Tout est conforme à la loi, ce qui signifie que c'est juste. Le meldonium est un médicament qui ressemble plus à des vitamines et il n'a pas de reconnaissance internationale complète, il était principalement utilisé dans les pays post-soviétiques. Et les hormones stéroïdes sont très médicaments spécifiques utilisés partout. Ainsi, mes amis, la corruption ou ses analogues existent dans absolument tous les pays du monde et dans toutes les sphères de la vie humaine. Tout simplement parce qu'une personne est un représentant de l'espèce Homo sapiens, de l'ordre des primates, de la classe des mammifères, et ainsi de suite selon la nomenclature. Le règne animal ? Oui, d'ailleurs, le règne auquel l'Homo sapiens appartient à ce qu'on appelle le règne animal. Toutes les affirmations se rapportent à la science officielle de la biologie. Je renvoie tous les indignés, les dissidents et les fanatiques religieux à l'école pour qu'ils étudient les manuels scolaires de biologie. Dans tout pays, même prospère et riche, les intérêts de ceux qui sont au pouvoir sont parfaitement en ordre. Cela signifie que le stratagème fonctionne. Les avocats et de nombreux intermédiaires reçoivent leur récompense, par exemple, pour avoir fait passer des lois dont les entreprises ont besoin. Tout est légalisé. Je vous propose d'ouvrir une liste de pays, une sorte de classement, selon ce qu'on appelle l'indice de perception de la corruption, IPC. Et que voyons-nous là-bas ? Tous les pays scandinaves et européens développés ont des taux assez élevés, en tête de ce classement. Par exemple, les États-Unis sont à la 24e place mondiale, et la Chine n'est qu'à la 76e place. Cela veut-il dire que la Chine se développe économiquement beaucoup moins bien, qu'il y a moins de production de biens et de services là-bas ? Je vais juste donner deux chiffres intéressants qui ont été avancés par l'économiste Léonide Waldman. De 2011 à 2013, soit pendant 3 années, la Chine a utilisé 6,6 gigatonnes de ciment. Pour que vous compreniez, 1 gigatonne, c'est 10 tonnes élevées à la puissance 9e. En seulement 3 ans, l'industrie et la construction chinoises ont utilisé 6,6 gigatonnes de ciment. À titre de comparaison, les États-Unis ont utilisé environ 4,5 gigatonnes sur l'ensemble du XXe siècle. En Chine, sur 3 ans 6,6, et aux USA, sur plus de 100 en seulement 4,5. Et dans quel pays connaît-on un développement rapide de la production industrielle ? La construction est le moteur de l'économie, et elle se développe en Chine à un rythme bien plus rapide. De plus, comme beaucoup le prétendent, il n'y a pas de liberté en Chine, pas de démocratie, et le niveau de corruption y est bien plus élevé. Même si l'on n'en juge par le nombre de personnes emprisonnées pour des délits de corruption. Dans aucun pays au monde, rien ne peut se faire sans bénéfice mutuel entre les peuples. J'ai déjà abordé le sujet de ce que sont les parasites dans l'une des anciennes vidéos de cette chaîne, intitulée « Parasites ». Quelles professions sont nécessaires et importantes ? Comment les gens ordinaires perçoivent cela ? C'est ainsi que fonctionne la psyché humaine. Les gens ont besoin d'une sorte d'illusion sous la forme d'un slogan primitif, « Nous devons lutter contre la corruption ». Mais cela ne devient efficace que lorsqu'il est possible de légaliser cette corruption même, de la sortir de l'ombre. Pensez-vous que ce qu'on appelle la corruption entrave le développement de l'économie chinoise ? Ou, au contraire, est-ce que cela n'aide que ? Très probablement, ni l'un ni l'autre. La bonne réponse, cela n'a que peu d'effet. C'est simplement un marqueur, les attributs externes du développement des institutions civiles et des relations sociales. Comme la rouille et la peinture écaillée sur les pièces métalliques d'une voiture. Une mauvaise peinture empêche-t-elle la voiture de se déplacer du point A au point B ? D'une certaine manière, c'est le cas, car une voiture sans peinture n'a pas l'air aussi belle. Attrayant, mais il n'a presque aucun effet sur les mécanismes de fonctionnement. Contrairement à la croyance populaire,
ce n'est pas le niveau de corruption qui influence l'économie elle-même, mais plutôt le niveau de productivité du travail, la discipline du travail, le développement technologique. La richesse et le bien-être sont influencés par un million de facteurs différents, notamment la présence ou l'absence de ressources naturelles dans le pays, des citoyens intelligents et entreprenants, le niveau d'éducation, les facteurs historiques et géographiques du développement du pays et bien plus encore. Et la corruption, c'est bien sûr inesthétique, terrible. Cela repousse les investisseurs, mais tout cela n'est qu'un préjudice indirect à l'économie, lié à l'image. Il n'y a pas d'influence directe forte, cela n'a peut-être aucun effet sur le bien-être des gens du tout. Et dans certains systèmes, lorsque les mécanismes de l'économie sont complètement rouillés, les relations corrompues peuvent même aider un peu. Elles semblent lubrifier les mécanismes rouillés et grinçants, rétablissant les chaînons manquants et aidant l'économie à ne pas s'arrêter. Tout est comme avec les gens. La force fait le droit. Malheureusement, rien d'autre ne fonctionne dans la nature. Le modèle capitaliste existe aujourd'hui dans presque tous les pays du monde. Système de freins et contrepoids, services spéciaux anti-monopole, système d'autorégulation de certification des avocats, des juges, des avoués et des fonctionnaires. Tout fonctionnaire, avant d'accéder à ce haut poste, passe par de nombreux tests difficiles, des sélections et des difficultés de carrière. Parfois, la privation et même l'humiliation. Pour construire une carrière officielle exceptionnelle, il faut, comme on dit, lécher le cul de ses supérieurs, parfois passer par-dessus la tête de ses collègues. Est-ce juste ou pas? Il n'y a pas de réponse claire. Une chose est sûre, cela est conforme à la nature humaine. C'est le propre des communautés humaines. À l'aide de centaines de mécanismes, un système spécial est construit qui doit être perçu par la société, par la majorité des gens, comme juste. Mes amis, voici mes pensées. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec eux, écrivez vos objections et votre avis dans les commentaires. Merci à tous pour votre attention. J'espère qu'il y a matière à réflexion. Abonnez-vous. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.